Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 3, dans la dernière section, donc après c'est les grandes vacances, le théorème de Stokes. Alors ce que je vous conseille, c'est de sélectionner d'abord la bibliothèque. Moi je l'ai déjà fait. Alors notre travail, on va utiliser l'intégrale de Stokes et l'intégrale curviligne pour calculer le même exercice. Et nous verrons si on arrive à avoir le même résultat une fois avec l'intégrale de Stokes et une fois avec les intégrales curvilignes. Alors la première chose, il nous faut sélectionner les fonctions sur lesquelles on va travailler. Voilà. On peut le sauver. Et ensuite, il nous faut récupérer le premier exemple. Alors le premier exemple, on va travailler d'abord sur l'intégrale de Stokes et on va résoudre le problème. Et ensuite, on le refera avec les intégrales curvilignes, avec les mêmes fonctions, et on essaiera de voir si on arrive à retrouver les mêmes résultats. Alors ici, on a donc une surface S. Elle est définie par cette valeur-là. On l'appellera petit f ensuite. Là, c'est z parce que il y a x et y qui varient et il donne un point sur z, enfin en hauteur. Donc c'est pour ça qu'on l'a défini comme ça. Il faut que z soit supérieur ou égal à 0. Alors ici, on a notre fonction de flux. C'est une fonction vectorielle de flux. Alors ici il y a m, ici il y a n et ici il y a p. Là c'est des valeurs numériques. Alors ici on a d'un côté l'intégrale de Stokes, d'accord, qui est une intégrale double, et d'autre côté les intégrales je ne me rappelle plus comment on dit, curvilinéaires, voilà. Bon. Les autres côtés, les intégrales linéaire intégrale. En français, c'est curviligne. Voilà, les intégrales curvilignes. Curviligne, ça veut dire que c'est ni des cercles ni des droites. C'est curviligne quand c'est pas un cercle. Si c'est un cercle, c'est circulaire. Si c'est une droite, c'est une droite. Et si c'est ni un cercle ni une droite, c'est curviligne. Je crois que ça veut dire ça. Mais il faut chercher dans le dictionnaire. Donc là, on a donc une intégrale simple, et pour nous faciliter le travail, on va la transformer en intégrale double, et pour pouvoir la résoudre. Alors, ici, c'est le rotationnel, ici, c'est le gradient normalisé, et ici, c'est une surface. D'accord ? Une surface. Donc ça, c'est notre intégrale de Stokes. Voilà. Alors, notre surface, elle est définie par cette valeur-là. Ça ressemble beaucoup à un segment, la longueur d'un segment. Et quand on applique dx, dy, dA, c'est dx, dy. Quand on applique dA, ce segment se transforme en une surface. Donc, ça permet donc de calculer la surface. Donc, on va travailler ici par rapport à la surface. Donc, ds, surface. Alors, n, c'est le gradient normalisé. Donc, on a notre fonction f. Le problème, c'est qu'elle n'apparaît pas. Donc, notre fonction f, si vous vous rappelez, c'était z, je ne sais pas quoi. Donc, là, c'est la fonction f. Alors pour calculer le gradient, on va prendre, là c'est le calcul du gradient, on va prendre la dérivée par rapport à x de la fonction f, on va prendre la dérivée par rapport à y de la fonction f, et on va prendre la dérivée par rapport à z de la fonction f. Voilà, et là ça va nous donner le gradient. D'accord ? Je ne me rappelle pas pourquoi il faut mettre un moins, mais il faut mettre un moins, on a déjà vu ce problème.
Et pour le normaliser, on va donc prendre ce gradient-là, on va en prendre le carré, le carré, le carré, on va additionner tout ça, on va en prendre la racine, et donc ça va nous permettre de normaliser ce vecteur-là. Donc ça, c'est pour normaliser le vecteur. Et ensuite, là, c'est le rotationnel. Alors le rotationnel, je vous conseille de regarder dans un livre parce que comme moi, mes explications elles vont être un peu assez limitées. En plus, c'est la dernière vidéo, hein, alors on peut s'amuser, c'est les vacances. Bon, alors pour créer le rotationnel, on crée un pseudo-déterminant. On va voir ce que ça veut dire. Donc on va commencer par écrire une première ligne, I, J, K. Voilà. Donc ça, ce sont nos vecteurs I, J et K. Ou plutôt I, J et K. D'accord? Ensuite, on prend la dérivée partielle. Ici, la dérivée partielle par rapport à X. Donc la dérivée partielle, on va l'appeler comme ça. La dérivée partielle par rapport à Y, on va l'appeler comme ça. Non, c'est pas la dérivée partielle. Si, c'est la dérivée partielle par rapport à Y. Et là, c'est la dérivée partielle par rapport à Z. On va l'écrire comme ça, les dérivées partielles. On va les écrire comme ça, hein, comme ça. Hop, hop, hop. On va peut-être pas sauter de ligne, comme ça, ça au moins. Et en dessous, donc ça, c'est les dérivées partielles. C'est celles qu'on trouve ici, dérivées partielles, dérivées partielles. Ce qu'on va essayer, c'est de reconstruire cette ligne-là. Alors, et en dessous, là, on va mettre M. Pourquoi on met M? Parce que I dépend de M. Là, on va mettre N. Pourquoi on met N? Parce que J dépend de N. Et là, il y a K, donc K dépend de P. Voilà. Alors là, on va supposer que c'est un déterminant, c'est un pseudo-déterminant. Alors on va calculer, on va développer ce pseudo-déterminant par rapport à la première ligne. Donc cette ligne-là et cette colonne-là disparaissent. Ça va nous permettre de calculer ça, c'est-à-dire le coefficient de ça, c'est-à-dire ça. Alors ici, la dérivée partielle de y par rapport à p, la dérivée partielle de y par rapport à p, moins la dérivée partielle de z par rapport à n, la dérivée partielle de n par rapport à z. Voilà. Donc ça, c'est notre coefficient i. Maintenant, on veut j. Alors j, on supprime cette colonne-là et on supprime aussi cette ligne-là. Donc on va faire, là c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que, bon, c'est l'inverse parce que c'est comme ça, c'est les déterminants. Alors la dérivée partielle de z par rapport à m, la dérivée partielle de m par rapport à z, la dérivée partielle de z par rapport à n, et là, le deuxième, c'est la dérivée partielle de x par rapport à p. La dérivée partielle de x par rapport à p. Donc là, on a supprimé la colonne et la ligne. Maintenant, on va supprimer cette ligne et cette colonne. Et donc, on refait dans le bon ordre. Alors, dérivée par rapport à x de n, la dérivée par rapport à x de n, la dérivée partielle par rapport à y de m, la dérivée partielle de m par rapport à y. Voilà. C'est un peu difficile parce que je le fais à l'envers, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça, c'est notre rotationnel. D'accord? On écrit un pseudo déterminant et on le résout par rapport à la première ligne. Voilà. Donc là, c'est notre rotationnel. Donc on a vu, je crois qu'on a tout vu. Hein. Voilà. Il y a le rotationnel, on a vu. Le gradient normalisé, on a vu. Ça, c'est cette partie-là. C'est cette partie qu'on a vue au tout départ. Hein. Au tout départ. Et voilà, et on obtient cette valeur-là. D'accord? Alors, il y a le flux, ici, c'est une fonction vectorielle. La surface, f, c'est la surface, hein, tout simplement. Là, c'est les bornes pour y, puisqu'on est dans pour x, pardon.
c'est les bornes pour x. On est dans le cas d'une intégrale dx dy, donc ça c'est les bornes pour x, et ça c'est les bornes pour y, c'est les bornes pour y. Donc on résout comme ça notre intégrale curviligne. Alors, bon ça je ne vais pas le garder, hein, tant pis, hein. Fermé. Alors on va voir le code ici. Donc ici c'est notre intégrale de Stock. Voilà, elle est là. Donc il rentre m, il rentre... Oh là, ça c'est dangereux ça. Il rentre MNP, c'est-à-dire... ah ben je les ai plus. Voilà, M, N et P. Donc là il rentre MNP. Il rentre F, la surface ici. Ensuite il rentre U et V, les fonctions U et V. Voilà, c'est ceux qui contrôlent les valeurs de dx. Et ensuite A et B, c'est-à-dire ce qui contrôle les y. Voilà, les y. Voilà. Alors, donc on va voir notre code de notre fonction. Ouvrir. Alors c'est ici, c'est à la dérivée de Stock. Alors, cette fonction-là, alors, ici, c'est la fonction que l'on appelle dans le code. Alors, elle est strictement identique, comme d'habitude, à la fonction d'intégrale double qu'on a déjà vue. La seule différence, c'est qu'ici, on entre trois fonctions, alors que d'habitude, on n'entre que ça, la fonction double, f de x en xy, mais là, il y a les trois paramètres MNP, d'accord, en plus. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de réécrire la fonction pour ce type des trucs. Donc là, c'est la deuxième partie, c'est l'appel de ce truc-là, qui arrive ici, on arrive ici. Et ici, normalement, on se rappelle, il y a f en xy, x virgule y, d'accord, là il y a f en xy, et donc on résout le truc. Mais comme on est dans l'intégrale courbe, alors il faut le rotationnel, le gradient et la surface. Donc naturellement, je n'ai pas pu mettre tout ça ici, donc j'ai écrit une fonction qui fait ça, hein. Alors il faut qu'il rentre m, n, p, la fonction f et p, voilà. Et c'est ici, voilà. Donc là il rentre m, n, p, voilà. Alors ici il y a la fonction qui calcule le gradient normalisé. Ici il y a la fonction qui calcule le rotationnel. Et ici on fait le produit scalaire du gradient normalisé par le rotationnel. Alors il y a les i du gradient et du rotationnel, les j du gradient et du rotationnel, les k du gradient et les k du rotationnel. Ça c'est la partie, cette partie-là, hein, enfin, cette partie-là qu'on est en train de calculer. Bien entendu, le calcul du gradient et le calcul du rotationnel, j'ai écrit des fonctions pour le sortir, pour que la fonction ne soit pas trop chargée. Voilà. Et ensuite, ici, on multiplie ici par cette partie-là. D'accord ? Cette partie-là, vous vous rappelez, c'est on dessine un petit segment, d'accord ? Un petit segment tout petit. Et avec le dx dy, ce segment va se déplacer sur la courbe et elle va former une surface. Et ça, c'est donc la surface, c'est-à-dire ds. Le ds, c'est-à-dire le ds d'ici. Voilà. Le ds, il est transformé en dx dy. Donc ça, c'est un petit carré de rikiki. Et ça, ce carré rikiki a une petite dimension. Il y a une petite dimension, c'est cette dimension-là, qui est fabriquée à partir de la fonction f, qui est notre fonction de surface. Voilà. Donc je ne sais plus où c'est qu'on en est. Donc c'est celle-là, hein. Pardon. Alors on va faire, hop, voilà. Alors là, c'est cette partie-là, c'est ça, hein. Le gradient
par le rotationnel. Là, c'est le rotationnel par le gradient. Je fais souvent l'inverse, hein, juste pour embêter tout le monde. Et ici, c'est racine, racine. Alors là, c'est la dérivée partielle par rapport à x de la fonction f, hein, et la dérivée partielle par rapport à y de la fonction f, tout ça au carré, et en addition. Alors la dérivée partielle par rapport à x pour f, la dérivée partielle par rapport à y pour f, tout ça au carré, on additionne, et on obtient ça. Voilà. Donc ça, on a donc vu ce travail. Donc cette fonction-là qui calcule l'intérieur de notre truc, comme d'habitude, elle est appelée ici, voilà ici. Elle est appelée dans la deuxième partie de notre fonction stock. Voilà. C'est ici qu'on calcule le rotationnel, le gradient, qu'on en fait le produit scalaire et qu'on calcule la surface S. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là, ça c'est la partie, comment on dit, le théorème de Stokes. Donc là on va voir la version curviligne. Alors c'est les mêmes fonctions, simplement au lieu d'utiliser la fonction. Est-ce que vous vous rappelez de... On ne se rappelle plus, hein. Du résultat, il faudrait quand même le marquer. Ah ben on l'a encore. Donc alors le résultat du théorème de Stokes, c'est ça. Donc on va le mettre là. Voilà, donc là il est bon. On va essayer de le mettre comme ça. Voilà, donc ça c'est le truc. Donc ça on va le fermer comme ça. Alors maintenant, c'est pas la peine que je voulais créer un nouveau fichier pour le premier exemple, mais c'est pas la peine puisque c'est pas enregistré. C'est pas la peine puisqu'on a le résultat encadré. Alors cette fois-ci, donc on va vérifier. Donc là, au lieu de là, c'était le théorème de Stokes. Donc là, on va calculer le curviligne, l'intégrale curviligne. Ah, j'ai pas sauvé le bon exemple. Ça c'est j'ai gardé l'ancien. Voilà, là c'est le A1, normalement c'est le A2. Voilà, A2. Donc là c'est le truc de curviligne. Donc là on a notre truc, donc là c'est notre intégrale curviligne. R c'est dx, dy, dz, voilà, R c'est dx, dy, dz, c'est pour en réduire l'écriture. Donc nous on va calculer cette intégrale curviligne. Alors là il y a toutes les explications du truc, là c'est le flux, là c'est la fonction de surface, là c'est la paramétrisation de notre équation. Là on se rappelle de mémoire, c'est bien ce truc là. Là on se rappelle de mémoire, est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai pas. Bon, je l'ai pas, tant pis. Tant pis. Je pensais avoir gardé les trucs, mais non. Donc là on a les mêmes paramétrisations. Bon, il va falloir... oui, il va falloir recommencer. Donc ça, on va le fermer et on va essayer de garder l'exemple 1 avec les noms des fonctions. Ah je peux peut-être, que j'étais idiot, je pouvais le récupérer ici. Oh non, je préfère le calculer si jamais j'ai fait des erreurs au moment de copie. Donc voilà, hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, on va garder cette partie-là. Comme ça, on pourra vérifier qu'on travaille sur les mêmes trucs. Alors là, j'ai plus besoin de ça puisque j'ai tout ensemble. D'accord. Alors maintenant, je vais prendre le deuxième exemple. La partie qui est calculée curviligne.
l'intégrale curviligne. Alors là, c'est le théorème de Stokes. Voilà, là, c'est l'intégrale curviligne. dr, on le transforme en dx, dy, dz. Alors, c'est ici qu'il faut récupérer. Ah ben, je vais essayer de voir si j'arrive à montrer. Alors, on va voir là la fonction f. Donc la fonction f est donnée ici. Elle n'est pas donnée ailleurs, donc tant pis. Voilà. Notre fonction f, c'est ici. Voilà, la fonction f. 9, truc. Voilà. 9 moins x au carré, y au carré. Donc ça, c'est bon. Le champ vectoriel, le champ de flux, 3, 4, 2. Donc ça, c'est bon. Après, bon, ben, la paramétrisation, là, avec, justement, c'est pour éviter la paramétrisation. Donc là. Donc là, on va calculer le truc et on obtient cette valeur-là. Oh là. Voilà. Et là, avec le théorème de Stokes, on obtient 113,81. Et avec les intégrales les intégrales QQ, ça fait 113,97. Donc il y a une erreur de 10 centimes. Donc ça va coûter très cher. Alors, je vais peut-être vous montrer le code. Donc alors c'est ici qui va calculer notre intégrale curviligne. Alors il y en a 3, une qui dépend de x, une qui dépend de y, une qui dépend de z. Donc alors il y a l'intégrale curviligne qui dépend de x, la deuxième qui dépend de y et la troisième qui dépend de z. Alors on calcule la première, on l'additionne à la deuxième et on l'additionne à la troisième. Et ce m là, c'est le m qui sort, je ne sais pas où, c'est qu'il est le m. Il est là, voilà, le m il est là, qui nous donne la solution de notre intégrale curviligne. Voilà. Bon, on va peut-être faire le deuxième exemple. Là, je n'aurais pas dû fermer. Donc là, c'est bon. Fermer. Disons que le théorème de Stokes nous évite d'utiliser justement la paramétrisation. Vous avez vu ? Ici, il y a une paramétrisation, c'est-à-dire qu'il faut remplacer le x par 3 cosinus de t, le y par 3 sinus de t. Et naturellement, pour nous, numériquement, ça n'a pas de difficulté puisque c'est le langage C qui le fait. Mais si vous deviez le faire à la main, je pense que ça serait assez dur. Alors, on va faire, il faut récupérer, on va juste faire le deuxième. Donc, on récupère le truc. Bon, ben, annuler, nouveau, ouvrir. Donc, voilà, il faut que je récupère. Celui-là, je le ferme, ne pas enregistrer. Donc, là, c'est le B. C'est le B. Top. Voilà. Alors, on va prendre. Donc, cette fois-ci, on va travailler sur le théorème de Stokes, le premier exemple. Et ensuite, on fera le même exercice avec les intégrales curvilignes pour voir si on obtient les mêmes résultats. Alors ici, on a notre intervalle curviligne qui peut être décrite par une intégrale double, l'intégrale de Stokes. Alors ici, il y a la surface sur laquelle on travaille. Ici, il y a notre flux. Voilà. Alors, quand on
ici c'est le rotationnel. Alors vous rappelez la matrice pseudo-inverse. On va essayer de l'écrire pendant que je l'ai écrit moi aussi. Alors I, J, K. Ensuite, pour les dérivées partielles par rapport à X, dérivées partielles par rapport à Y, dérivées partielles par rapport à Z. Hop, voilà. Et ensuite NP, M, N, P. Voilà. NNP parce que NI, NI, MJ, MJ et PK et PK. D'accord? Donc là ensuite c'est un pseudo-inverse, c'est-à-dire qu'on neutralise cette première ligne et cette première colonne. Ça nous fait P, la dérivée partielle de P par rapport à Y, dérivée partielle de P par rapport à Y, moins la dérivée partielle de Z par rapport à N, la dérivée partielle de Z par rapport à N, donc la dérivée partielle de N par rapport à Z, c'est l'inverse. Ensuite, la dérivée par... ça, c'est pour le J. Pour le M, on neutralise la colonne centrale et on prend l'inverse. Donc on commence la dérivée partielle de M par rapport à Z, la dérivée partielle de M, et la dérivée partielle de P par rapport à X, moins la dérivée partielle de P par rapport à X. Ensuite, pour le dernier truc, là, on supprime cette colonne-là, on travaille sur les deux premières. Alors là, on le refait dans l'ordre. Donc ça fait la dérivée partielle de X la dérivée partielle de la dérivée de M la dérivée partielle de M par rapport à X, la dérivée partielle de M par rapport à Y, voilà, et on a notre truc ici, notre rotationnel. Voilà. Donc là, il y a le rotationnel. Oui, il est tout seul, je regardais s'il était multiplié. Là, il y a le gradient. Alors là, on prend le gradient de notre fonction f, que je n'ai pas écrit, hein, je l'ai laissé sous cette forme-là. Elle est écrite plus bas, je crois, hein, la fonction f. Donc là, c'est le gradient normalisé de notre fonction f. Et là, naturellement, c'est la transformation ds en une surface. Hein, et la dA, ça va être remplacé par dx, dy. Voilà. Donc là, on a notre flux, on a notre surface, on a les limites des bornes en x, dx, et là les limites des bornes en y, et là on a fait le calcul du rotationnel. Voilà. Donc là on a pris le produit scalaire du rotationnel par le gradient, et là c'est simplement une racine, c'est-à-dire cette partie-là, hein, on se rappelle, c'est un segment très petit, et grâce à dx, dy, ce segment va parcourir toute la surface de notre fonction f, qui est l'intégrale de surface, qui délimite notre surface. Donc là, on va essayer de récupérer cette partie-là, cette fois-ci. Alors, pour voir si on a les mêmes valeurs après. Alors, maintenant, on va l'intégrale curviligne. C'est la même, mais sans stock. Donc là, c'est notre intégrale curviligne. D'accord. Alors, la différence, c'est que là, on introduit une paramétrisation, ce qui naturellement rend très dur les calculs. D'accord. Et on obtient donc cette valeur-là. Et cette valeur-là, moins 25, 129, moins 25, 133. Donc il y a de grosses erreurs. Hein. 123 et 133. On va juste vérifier qu'il y a les mêmes fonctions hein, quand même. Alors pour f, c'est 4x au carré. Voilà. 4 moins x au carré moins y au carré. Donc là, c'est bon. Pour le flux, c'est celle-là. Alors c'est 2y exponentielle de z moins arc tangent de x. C'est un peu bizarre comme truc. Et puis pour les UEV, bon, ben, il n'y a pas d'UEV, donc c'est bon.
il y a juste les bornes de t, c'est-à-dire entre t entre 0 et truc. Donc, c'est ici que l'on a les fonctions, comment ça s'appelle, curvilignes, par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. On additionne les trois et on obtient m qui est identique à la valeur ici. On a les valeurs identiques, truc. Voilà. Lorsqu'on va voir, c'est rapidement la fonction, fermée sans enregistrer. On a vu déjà la fonction, mais on va la revoir dans un tableau. Alors ici, cette première partie-là, c'est la fonction qui calcule qui calcule le gradient, qui calcule le rotationnel et qui fait le produit scalaire du gradient par le rotationnel et qui multiplie tout cela par la surface, hein, la partie... Ah ben j'ai tout effacé, donc là c'est plus compliqué. D'accord? Donc ça on se rappelle, hein, c'est la partie intérieure de notre intégrale. Hein. Il y a le gradient, le rotationnel et le petit segment de surface. On se rappelle racine, power, x au carré, voilà, le truc. Alors ici c'est la méthode de Simpson de l'intégrale double standard, et là c'est la version dx, la version de stock. D'accord. Alors là j'ai fait une petite amusant, là ici c'est dy et là c'est dx, donc on voit ici il y a y et ici il y a x. Ça permet en fait j'ai l'impression que ça permet de se poser des questions. D'accord. C'est normal que le dernier ici c'est les x parce que le x il est en dernier, et là c'est normal que le y ici soit en fin puisque le dy est en fin. Au milieu, il y a le y ici, au milieu, il y a le y, et ici, au milieu, il y a le x, parce qu'il y a le dx ici. Donc ça, c'est notre intégrale de stock. Alors, notre fonction ici, elle est ici aussi. Hein, là, c'est l'intégrale de surface, et là, c'est l'intégrale du champ qui n'existe pas dans l'intégrale simple. Là, c'est l'intégrale du champ, hein, non, c'est pas du champ, du fil. Du truc, la grand F, voilà, MNP. Voilà. Donc sinon, tout le reste, c'est identique. Tout le reste est identique. La seule différence, c'est ici, on appelle la fonction qui est ici. Ici, on appelle la fonction qui est ici. Et bien entendu, là, il y a juste F, mais là, il y a P, M et N, les trois fonctions... qui vont bien, d'accord. Donc là, on est dans la deuxième section de notre fonction d'intégration double. Alors ici, il rentre toujours les m, npn, ici il n'y rentre pas puisqu'il n'y en a pas besoin. Tout ça, c'est identique. Tout ça, c'est identique. Bon, jusque-là, tout ça, c'est identique. Hein. Il y a juste une petite variation, puisqu'ici c'est P, le X qui est tout seul, là c'est le PY qui est tout seul, parce que ici c'est DX, DY, et l'autre c'est DY, DX. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai mis un changement pour qu'on voie un peu la différence. D'accord. Les calculs dans les DY, DX, DY, DX se font pas au même moment que dans les DX, DY. dy, dx, ici il y a le calcul, et alors que là c'est dans le x qu'il y a le calcul, puisqu'ici on est dx, dy. Alors ici c'est la fonction que l'on a vue au tout début, celle-ci. Hein. Alors cette fonction, elle calcule le gradient, elle calcule le rotationnel, elle en fait le produit scalaire, et elle calcule aussi la surface, et elle multiplie tout ça. C'est-à-dire qu'elle fait... elle calcule tout simplement l'intégrale. Voilà. Et là, naturellement, c'est juste f, puisque c'est notre intégrale simple. Il y a juste x et y qui rentrent, et notre intégrale simple. Voilà.
Donc pour les équations, c'est strictement la même manière. C'est au niveau de cette partie-là que l'on change. Ici, il y a la fonction qui se trouve à l'intérieur de notre intégrale. Ici aussi, il y a la fonction qui se trouve à l'intérieur de notre intégrale. Le problème, c'est que cette fonction-là, souvent, elle est formée de plusieurs fonctions. Donc, on ne peut pas appeler celle-là parce que celle-là, elle en a plusieurs. Elle a plusieurs fonctions et donc on est obligé de réécrire, de customiser l'intégrale double standard pour avoir l'intégrale de stock. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme je vous ai dit, hein, on a terminé le boulot. Hein. On a fini l'analyse 3, on a fait tous les trucs. Voilà. Donc après, bon, ben, il faudra compléter au fur et à mesure s'il y a des petits oublis. Voilà. Alors, bon, ben, merci. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre l'intégrale, le théorème de Stock. Je vais relire le chapitre. Je vais essayer de vous trouver des vidéos en rapport avec le théorème de Stock que je trouve intéressantes et que je mettrai. Je ne peux pas les mettre dans le Wikibook parce que je vais avoir des ennuis. Donc je le mettrai dans ce que j'ai écrit sous ma vidéo. Je mettrai l'adresse des endroits que j'ai trouvé intéressants. Je vais repartir de zéro avec le théorème de Stock. Et puis après, bon ben là c'est juste pour... j'ai envie, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je voulais juste un petit peu réviser le théorème de Stock. Donc je vais me lancer dans ce travail-là. Bon ben merci.